J'ai le plaisir donc d'avoir été sollicitée pour modérer cette séquence. Je suppose que c'est parce que je suis la conseillère pour les affaires sociales correspondante genre à Londres et que cette année nous fêtons le centenaire du droit de vote des femmes au Royaume-Uni, et ça doit être mon titre de gloire et donc mes galons pour animer la séquence. Je suis entourée de deux expertes, ce qui prouve que si on cherche, on en trouve. Monique Dantal et Fatma Ramdani. On pourrait d'ailleurs peut-être un jour nous reprocher de ne pas avoir réuni un panel totalement paritaire, mais vous allez voir pourquoi ce sont Monique et Fatma qui ont été choisies précisément pour témoigner dans le cadre de cette séquence. On va effectivement couvrir dans un sens de perspective un peu historique le mouvement féministe en France et les mouvements féministes américains des États-Unis, afin d'en tirer des enseignements dans le cadre d'une action internationale, d'une diplomatie féministe, voir comment ces mouvements ont évolué, se sont adaptés, et ces regards croisés, quels enseignements on en a tiré et on peut encore en tirer pour l'avenir. On va commencer par ce côté-ci de l'Atlantique avec Monique Dantal, qui va nous... Alors, je suis extrêmement impressionnée, Monique, d'être à une table ronde avec vous. Quand j'avais 17 ans, mon plus grand désespoir, c'était de ne pas d'avoir eu 5 ans en mai 68, et du coup j'avais l'impression que j'étais passée à côté de l'histoire, et j'étais extrêmement... je n'écoutais que des cassettes de chansons de mai 68, et donc vous êtes la fondatrice et l'animatrice du réseau Rupture, qui est une association féministe qui agit au plan national, européen et international, d'où la pertinence de votre participation aujourd'hui à cet événement. Et vous êtes, on peut dire, une militante. Vous avez milité en faveur de l'indépendance de l'Algérie, et puis au moment de mai 68, vous avez participé au mouvement, tout en notant que le rôle des femmes, la place qui était laissée aux femmes, n'était pas forcément celle dont on aurait pu rêver dans une perspective de parité. Vous avez constaté le manque de responsabilité qui était confié aux femmes dans le mouvement. Je vais vous poser donc une première question, étant donné l'intitulé de la séquence, qui est mai 68, pour la féministe que vous êtes, c'est quoi ? Vaste question, merci. Alors, de mai 68, un grand nombre de personnes, il est vrai, retiennent la révolte des étudiants et des étudiantes, les barricades, les violences policières et la grève générale de plus de 9 millions de personnes. Et en 2 mois, seulement 2 mois, la France a connu un mouvement social et politique de très grande ampleur où tout à coup, tout devenait possible. Alors pour celles et ceux qui ont vécu l'occupation de la Sorbonne, le mouvement de mai 68, l'aventure 68arde, comme on pourrait dire, il est vrai que nos vies en ont été profondément marquées et que la société tout entière a dû s'adapter aux changements profonds qu'avait suscité mai 68 dans les modes de vie qui se sont diffusés d'ailleurs par la suite très largement. Mais contrairement à une idée fort répandue, le mouvement féministe des années 70 n'est pas né en mai 68, mais 2 ans plus tard. Mai 68, par contre, on peut dire qu'il a donné aux femmes l'occasion de cristalliser leur mécontentement et de lier leur propre lutte d'émancipation à la lutte d'émancipation générale. Donc, c'est une étape importante dans la prise de conscience des femmes et d'une certaine manière un creuset pour le féminisme moderne, c'est-à-dire le féminisme de la 3e vague, comme disent les historiennes. Alors, pendant l'occupation de la Sorbonne, puisque vous y faisiez référence,
Constatant une absence de discours sur la condition des femmes, on parlait de conditions à l'époque, et pas de situation des femmes, Anne Zelinsky et Jacqueline Feldman, membres de l'association mixte féminin-masculin Avenir qu'elles avaient créée en 1967 au sein du mouvement démocratique féminin, organisent à l'Amphi Descartes de la Sorbonne, occupée, un forum qu'elles appellent « Les femmes et la Révolution », auquel j'ai participé. Elles dénoncent la violence politique de l'oppression des sexes et demandent, tout naturellement, que les principes du mouvement révolutionnaire de l'époque soient appliqués aux femmes et que l'oppression des sexes, puisque ça s'est appelé ainsi par la suite, ne soit plus considérée comme une contradiction secondaire. Eh bien, cette conception qui échappait à l'analyse de l'époque majoritaire de la dualité des classes, c'était un changement de perspective. Car pour toutes les forces politiques de cette époque, de droite, de gauche, d'extrême gauche, le féminisme n'était pas loin d'apparaître comme une dégénérescence d'intellectuelles petites bourgeoises. C'est ce qu'on nous disait à l'époque. Eh bien, l'essai de Simone de Beauvoir, dont toutes les féministes dans les mouvements se réclament, Le deuxième sexe, publié en 1949, n'eut à sa sortie qu'un succès très relatif et limité à quelques intellectuels. La presse de droite systématise ces insultes à la maternité, et le journal L'Humanité n'est pas en reste, puisqu'il écrit dans les colonnes que ce livre fait tordre de rire les travailleuses de Billancourt. Cependant, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est qu'en 1960, Anne Zelinsky et Jacqueline Feldman, dont j'ai parlé plus tôt, qui appartenaient donc à la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui sera l'antichambre du Parti socialiste plus tard, y puisent des éléments de réflexion qu'elle développe dans un courant qu'elle nomme le courant femme, donc du mouvement démocratique féminin. En 1967, suite à une campagne du mouvement français pour le planning familial, la loi Neuwirth est votée, autorisant la contraception, tout en interdisant la publicité des contraceptifs sans remboursement par la sécurité sociale à l'époque. Et il faudra attendre 5 ans pour voir la mise en application des décrets de la loi. Dans les mois qui suivirent mai 68, Anne Zelinsky et Jacqueline Feldman rédigent avec Christine Dupont, qui s'appelle Christine Delphi en réalité, et d'autres militantes féministes, un numéro spécial de la revue Partisan intitulé « Libération des femmes, année 0 ». Le système patriarcal y est dénoncé pour la première fois, comme système patriarcal qui repose sur le travail domestique, considéré par Christine Delphi comme un travail invisible et gratuit, fait par les femmes dans le monde entier et dans les familles. Cette situation vécue par toutes les femmes dans le monde fait d'elle une classe opprimée et exploitée. Au printemps 70, en écho à la Sorbonne, l'organisation d'une assemblée générale à la faculté expérimentale de Vincennes marque à son tour une nouvelle extension des pratiques militantes féministes. Et plus tard, a lieu, en la même année, les États généraux de la femme, disait-on encore à l'époque, à l'initiative du journal Elle, pour débattre de la condition féminine durant plusieurs jours. Que s'y est-il passé? Eh bien, 325 femmes présentes assistent à un assaut de platitudes misogynes comme jamais elles n'en avaient entendu. Un coup de théâtre alors se produit dans l'assistance, lorsqu'un groupe de jeunes femmes impose leur prise de parole pour déclarer, je cite, « Nous aurions voulu entendre ce que les congressistes avaient à dire. Or, nous avons entendu des spécialistes qui disent toujours la même chose. Les femmes en ont assez de demander, elles prennent directement dorénavant tout ce qu'elles veulent. » Eh bien, cette voix subversive, on peut le dire pour l'époque, et exaspérée, était celle d'un nouveau regroupement de femmes qui va s'appeler le MLF, Mouvement de libération des femmes, et qui publiera en novembre 1970 un premier dossier sur les femmes dans le torchon brûle, dont 6 numéros paraîtront de 1971 à 1973. Alors, ce qui caractérise le féminisme des années 70, c'est sa volonté de rupture. Libération des femmes, année 0,
Il faut entendre par là une contestation radicale de l'ordre établi patriarcal pour dénoncer l'oppression dont les femmes sont victimes. Cette approche lui a valu de s'imposer comme une force politique et de conquérir des droits pour toutes les femmes dans la société. Alors, le mouvement féministe dans les années 70-80 était composé de groupes et de courants dans le respect des pluralités et de la diversité. On peut dire qu'il a joué un rôle d'avant-garde culturelle en critiquant le mariage, la sexualité imposée et la maternité comme destin. Et il était organisé dans un travail en horizontalité et en transversalité. Donc Monique a campé un petit peu le décor historique, le volet mai 68, mais je pense que pour ce qui est en tout cas des correspondants et correspondantes genre dont je fais partie, il serait très très utile d'avoir aussi un petit rappel des grandes étapes, des actions marquantes du MLF au-delà de la caricature dont se souviennent beaucoup d'entre nous. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le mouvement de libération des femmes, le MLF, à cette époque, a accompagné ces dénonciations de gestes tout à fait spectaculaires et de rassemblements symboliques pour créer l'événement. Comme par exemple, les plus connus, c'est en août 1970, le dépôt d'une gerbe sous l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu, et qui mentionnait à la femme du soldat inconnu, car qui est plus inconnu que le soldat inconnu? Sa femme. En avril 71, nous avons le manifeste des 343, qualifié par les médias, il faut le dire, de manifeste des 343 salopes, ce qui veut dire beaucoup de choses dans la manière dont était perçu le féminisme à cette époque. En 1972 a lieu le procès retentissant de Bobigny, où grâce à la mobilisation des femmes et à la pugnacité de son avocate Gisèle Halimi, une jeune femme mineure, inculpée pour avortement, fut graciée. Le soutien du MLF sur ce point est unanime. Il s'organise principalement sur 3 fronts, autour de la contraception, de la sexualité et de l'éducation sexuelle, autour de l'avortement et de la suppression de la loi de 1901, et la défense gratuite des inculpés. Parmi d'autres grandes manifestations, on notera les journées de dénonciation des crimes contre les femmes à la Mutualité en 1972, où affluèrent des témoignages de femmes anonymes, de toute profession et de toute confession. Et d'ailleurs, c'est aussi dans cette grande période que nous avons mené les luttes pour la reconnaissance du viol comme crime, qui donc a abouti en 1980. Le 10 avril 1973, date importante, naissance du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui établit la jonction des forces issues de différents secteurs de la société. Syndicats, mouvements associatifs et partis politiques et différents courants du féminisme. Faisant suite aux campagnes du MLAC, la loi autorisant l'avortement présentée par Simone Veil est votée en 1974, mais à l'essai pour 5 ans. Elle sera confirmée grâce à la mobilisation et à la vigilance exprimée lors de la manifestation de 40 000 personnes dans la rue le 6 octobre 1979, demandant effectivement cette loi définitive. En faisant apparaître au grand jour sur la scène politique les problèmes des femmes dits du privé, le vécu des femmes est devenu un enjeu social et politique marquant un tournant décisif pour le mouvement féministe et pour la société. Les groupes se créent partout dans les quartiers, dans les entreprises, dans les lycées, dans les facultés, dans les hôpitaux. Le mouvement féministe s'est considérablement élargi. Fin 1970, l'audience importante des thèmes féministes a gagné toute la société. Et ces droits, une fois intégrés dans les lois, ont ramifié le tissu social en profondeur. Et au cours des années 80-90, ils ont également amené les mouvements féministes à se redéfinir. Donc on peut dire que le MLF de l'époque, des années 70, a fait place aujourd'hui au mouvement des femmes et des féministes, dans lesquels se reconnaissent un très grand nombre de femmes, féministes de les périodes du MLF, femmes d'associations qu'on qualifie de plus réformistes, femmes de commission des syndicats, femmes de partis politiques, mouvements sociaux divers et femmes travaillant dans les instituts
ainsi que des femmes élues, et maintenant des femmes dans la diplomatie française. Merci beaucoup, Monique. Je vais maintenant me tourner vers Fatma Ramdani pour ce regard croisé et cette présentation des mouvements féministes américains. Et Fatma, vos domaines de recherche, puisque vous êtes maîtresse de conférences en études anglophones à l'Université de Lille, vous travaillez donc sur l'internationalisation du mouvement des femmes, sur les droits et santé en matière de reproduction, sur la démocratie participative et citoyenne, et vous êtes l'auteur d'une thèse sur la position des États-Unis lors des conférences onusiennes sur les femmes. Et l'un des résultats que vous avez de ce travail, que vous avez accepté de partager avec nous, vous a permis de montrer deux choses qui, je pense, dans notre travail, peuvent nous être très, très utiles. C'est-à-dire, d'une part, comment ces conférences internationales ont constitué l'arène idéale pour la promotion de la démocratie américaine dans le monde, et comment les États-Unis les ont utilisé les organisations féministes américaines pour exporter leur modèle dans les enceintes onusiennes, et aussi comment, en retour, le mouvement féministe américain va aussi utiliser ces enceintes onusiennes pour influencer les orientations de la politique nationale. Donc oui, alors moi j'ai voulu montrer en effet l'instrumentalisation réciproque du gouvernement et des organisations féministes pour impulser justement une nouvelle lecture des féministes des problèmes contemporains. Alors pour mesurer la portée de cette influence des organisations féministes, j'ai d'abord analysé l'évolution des conférences. En 1975, lors de la conférence de Mexico, les Américains sont accusés d'être des impérialistes culturels par quelques pays, des pays en voie de développement. 20 ans plus tard, lors de la conférence de Pékin, en 1995, la même accusation est réitérée à l'encontre des États-Unis, mais cette fois-ci par un groupe de la droite conservatrice américaine et coordonné par le Vatican. Bien entendu, c'est le résultat de l'évolution de la conceptualisation de certaines problématiques, le passage de contrôle des naissances à droits sexuels et reproductifs, également l'accès à l'avortement médicalisé et légal, ou encore les questions de genre comme outil conceptuel des rapports sociaux de sexe et comme aussi, on l'a vu aujourd'hui, outil d'analyse. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous explique exactement qu'est-ce qu'une conférence onusienne. Il faut savoir que c'est l'aboutissement d'un très long processus de diverses rencontres, congrès d'experts, conférences interrégionales et commissions préparatoires, et dont la phase peut durer jusqu'à 4 ans en amont de la conférence. Une conférence se caractérise par 2 événements majeurs. Une conférence intergouvernementale qui rassemble les délégués officiels et un congrès parallèle des ONG. Le point culminant d'une conférence onusienne est l'adoption d'un plan d'action qui est une sorte de compilation des recommandations qui définissent les différentes mesures à prendre par l'ensemble des gouvernements. Pendant la phase préparatoire, les plans d'action sont négociés et seuls les paragraphes entre parenthèses sont discutés et adoptés au moment de la conférence officielle. Donc revenons plus spécifiquement sur l'évolution historique de ces conférences. Les 3 premières conférences onusiennes ont lieu dans le contexte de la guerre froide et elles sont parasitées par des questions politico-économiques exogènes, l'instauration d'un nouvel ordre économique international ou la question du Moyen-Orient. Ainsi, en 1975, la question de la violence conjugale n'est pas du tout évoquée. En 1980, à Copenhague, seule l'Australie ose mettre sur la table le concept de sexisme.
il faut attendre la 3e conférence de Nairobi pour que les participantes commencent enfin à maîtriser les rouages du système bureaucratique américain et les enjeux de politique étrangère. Alors, cette conférence de Copenhague est déterminante à plusieurs égards. Premier point, les questionnaires qui ont été complétés par 121 pays donnent un bilan indiscutable de la situation des femmes. Elles continuent d'assurer les 2/3 du travail, mais ne perçoivent qu'un 10e des revenus. Donc la question de la femme devient une question légitime dans les instances internationales. Deuxième point, 10 années de mobilisation lors de ces conférences aboutissent à des rapprochements constructifs. Les féministes du Nord et les féministes du Sud commencent à comprendre qu'il faut dépasser les divergences et construire des alliances autour de thèmes fédérateurs, de concepts fédérateurs. Troisième point, ce rapprochement va être facilité par le contexte politique américain, en particulier la politique conservatrice de Reagan à l'égard des femmes. En effet, 1 an plus tôt, donc au moment de la seconde conférence sur la population à Mexico, Reagan met en place la Mexico City Policy, qui est connue donc sur le Global Gag Rule. Elle date donc de cette époque, 84. Donc c'est la fin, on l'a évoqué ce matin, du financement du Fonds des Nations Unies pour la population, qui est accusé de promouvoir l'avortement, et de toute ONG qui promeut de près ou de loin l'accès à l'avortement. Et cette décision est tout simplement le résultat de l'influence des conservateurs sociaux américains. On est en pleine campagne électorale aux États-Unis. Et en fait, à Nairobi, les Américaines n'ont d'autre choix que d'être sensibles aux revendications de leurs consoeurs du Sud et également des groupes ethniques minoritaires. Les Africaines-Américaines en particulier agissent beaucoup, utilisent beaucoup la scène onusienne comme espace de contestation. Et enfin, de par leur visibilité numérique, les féministes du Sud représentent 60% des participantes à Nairobi. Donc, elles commencent à imposer leur voix. Alors, à la différence des Américaines, qui ont plus tendance à théoriser, elles s'appuient sur leur réalité quotidienne en cherchant des réponses concrètes à leurs problèmes. Les femmes du Sud sont les premières à véritablement bousculer les discours dominants et à lancer le dialogue autour de la prise en compte parallèle des rapports sociaux de pouvoir. Elles estiment que l'approche féministe libérale, elle s'est révélée limitée car elle n'a pas franchi les pas d'une véritable remise en cause des origines de la subordination des femmes. Donc ce sont les féministes du Sud qui sont les premières à véritablement problématiser cette question du genre qui sera officiellement introduite à Pékin et dont les 200 occurrences seront mises entre parenthèses par le Vatican. Donc, elles seront négociées. Maintenant, je vais revenir pour vous montrer un petit peu le poids de la société civile sur la place des Américaines lors des conférences, lors de ces conférences et de leur évolution au cours du temps. Si j'avais à résumer en quelques termes, voilà leur influence, je dirais omniprésence, pérennité, visibilité numérique, ressources financières et accès direct à l'État. Donc, je vous ai préparé un petit tableau là qui reprend justement la participation des Américaines au moment de ces conférences onusiennes. Donc, vous pouvez voir qu'en moyenne, elles représentent plus de 20%, le quart des participantes totales. Et en particulier, à Pékin, vous pouvez voir qu'il y a 30 000 participantes des organisations féministes, alors que les délégués officiels ne sont qu'au nombre de 6 000. Donc déjà, vous voyez, juste cette visibilité numérique nous laisse déjà anticiper l'influence qu'elles peuvent avoir. Si elles sont si nombreuses aussi, c'est que l'administration Clinton,
qui, dans ce contexte de l'après-guerre froide, cherche à promouvoir le modèle de démocratie participative, de démocratie citoyenne, le soft power. Donc, il utilise ces ONG comme élément de politique étrangère, a demandé l'assouplissement des règles d'accréditation des ONG pour Pékin. Et les États-Unis dépensent 6 millions de dollars, dont un quart justement pour la participation des féministes du sud d'Afrique. Donc, à l'évidence, le poids numérique va faire infléchir les rapports de force. Le rapport de force est également visible en amont lors de la conférence parallèle des ONG, où les ONG, l'ensemble, il y a à peu près 4000 ateliers, soit 371 sessions quotidiennes. Toujours est-il, il faut également savoir que les Américains, dès la première conférence, ont fait participer les organisations féministes dans l'élaboration de la position américaine. Alors ici, je n'ai repris qu'un exemple, c'est l'exemple donc des conférences du Caire et de Pékin. Donc il y a eu plus de 20, à peu près 23 rencontres d'État qui ont été organisées en amont, avec donc des rencontres entre les différentes agences gouvernementales. Il y a eu Timothy Worth qui a été donc nommé secrétaire aux affaires globales, qui a parcouru vraiment le continent entier pour essayer d'avoir toutes les recommandations des ONG féministes. Et ça, c'est depuis le début des Mexico. D'accord ? En fait, il n'y a que le président Reagan qui n'a pas trop mis en place ces conférences. Et au moment de la conférence officielle, justement, le département d'État américain consultait chaque matin les membres des ONG pour leur faire un rappel des discussions officielles et pour recueillir leurs données. Et celle qui a coordonné en particulier cette mobilisation féministe, c'est Bella Abzug, qui se sert vraiment des conférences onusiennes de l'après-guerre froide pour impulser une lecture féministe des problèmes contemporains. Alors, qui est Bella Abzug ? C'est une pacifiste, militante des droits de la femme, justement une des militantes équivalentes de notre Monique au niveau des États-Unis. Elle est membre du Congrès américain à la Chambre des représentants, et à peine un an après sa nomination, elle met en place le National Women's Political Caucus. Donc c'est un groupe de lobbying qui cherche à obtenir la participation des femmes dans le système politique américain. Elle participe à la conférence de Mexico, et là, elle y fait l'expérience de l'impuissance des femmes dans l'arène officielle onusienne, et elle comprend que les femmes doivent s'emparer de cet instrument si elles veulent passer du simple statut d'observatrice à celui de négociatrice. Donc, après 15 années de mobilisation dans l'arène onusienne, lorsque la phase préparatoire du sommet Planète Terre, qui est amorcé, donc le sommet doit avoir lieu à Rio en 1992, Bella Abzug, qui est alors âgée de 71 ans, et elle est la présidente de l'organisation WIDO, donc Women's Environment and Development Organization. Et devant le silence qui règne sur la question des femmes, pourtant les premières victimes de la crise écologique, elle décide de prendre la responsabilité de coordonner toutes les activités des différents mouvements féministes. Pour ce faire, elle s'inspire de son expérience politique et des institutions américaines, et elle met donc en place le Women's Caucus, qui est un regroupement de coalitions de femmes de toutes les régions du monde, et dont l'objectif est de participer à l'élaboration de ce plan d'action de Rio, du Caire et de Pékin au quotidien. Donc je vous ai mis un petit peu le principal travail. Toujours est-il que ce groupe a une efficacité quasi instantanée, parce que si la première version du plan d'action du sommet de la Terre ne comportait qu'une seule référence aux femmes,
À l'issue de ce lobbying, il y a un chapitre entier qui est consacré aux femmes avec 172 références. Pour l'administration Clinton, donc c'est le moment idéal, il décide justement d'entamer une étroite collaboration et de faire de ces ONG féministes des partenaires incontournables. Et Bella Abzug sera, par exemple, parmi d'autres féministes qui ont participé justement à toutes les conférences onusiennes, des conseillères officielles de la délégation américaine. Juste pour vous donner quelques résultats, le Women's Caucus, c'est le groupe qui a obtenu l'adoption des chapitres clés de la conférence du Caire, en particulier tous les chapitres en matière de droits sexuels et de reproduction, donc les chapitres 4, 7 et 8. D'ailleurs, Bella Abzug avait fait un discours assez véhément à l'encontre du Vatican et des conservateurs américains. Et WIDO, donc l'organisation dont elle est la présidente, dit qu'elle a intégré à peu près 60% des recommandations émises par le Women's Caucus au moment de la conférence de Pékin. Donc moi, pour conclure, je dirais que si l'efficacité du Women's Caucus est saluée par la majorité des participantes, il faut aussi comprendre que l'ONU ne peut être envisagée comme un espace collaboratif, équitable, justement en raison de la surreprésentation des Américaines, de leurs ressources financières et technologiques. Pour autant, il est intéressant de noter que même les femmes du Sud reconnaissent que le militantisme de Bella Abzug et du Women's Caucus a réussi à faire progresser les plans d'action du Caire et de Pékin. Merci beaucoup Fatma. Du coup, je me tourne à nouveau vers Monique. On a vu le nombre, les moyens mis par à la fois les administrations américaines et les associations, les ONG, les associations féministes. Du côté français, Monique, vous étiez à Pékin. Il y avait combien de délégués, de militantes françaises, et comment s'est inscrit votre action dans un cadre international? J'y pense par rapport à l'écoute de l'intervention et de l'exposé de Fatma Ramdani. Je trouve qu'un certain nombre d'éléments qu'elle a donnés justement sur l'évolution des différentes conférences mondiales, il est intéressant de les mettre en regard avec l'intervention des différentes associations féministes françaises dans ces conférences mondiales. Parce qu'il y a vraiment des éléments à tirer de comment s'est constituée cette évolution. Alors bien sûr, je répondrai à la question que vous m'avez posée. Et pour quelles raisons sommes-nous dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Ce qui est intéressant à observer, c'est que le cadre de la fin de mon exposé, c'était le mouvement féministe radical des années 70 a permis d'obtenir un certain nombre d'acquis pour les femmes. Il s'est ramifié dans le tissu social en profondeur et il se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, d'autres projets de lutte, évidemment, se sont mis en place, mais la question des conférences mondiales s'est posée très rapidement à nous, mais dans des contextes très différents, parce que 1975, année où l'ONU décrète l'année de la femme. Intéressant, quelle a été la réaction des mouvements féministes français? Et là, je fais une différence, moi, entre mouvements féministes et ONG. Au niveau même des conférences mondiales, ce n'est pas du tout la même chose. On va le voir dans le processus d'évolution. Eh bien, nous, les féministes de l'époque, des années 70, 75, 80, quand on a eu l'année de la femme, qu'est-ce qu'on a fait? On s'en est moqué, complètement moqué. On a déclaré à notre tour, par dérision et par provocation, l'année de la femme, l'année du chien. Ça montrait bien, effectivement, le peu d'attention qu'on pouvait accorder aux conférences mondiales, qui en fait étaient pensées à partir du pouvoir institutionnel international patriarcal. C'était comme ça, effectivement, que c'était perçu. En fait, un déclic se produit
pas dans une conférence mondiale, mais dans une conférence internationale organisée par les féministes elles-mêmes en 1977 à la faculté expérimentale de Vincennes. Parce que Hawa Thiam y est présente, Hawa Thiam, donc une femme sénégalaise qui avait écrit « Moi, femme noire », qui est toujours vivante, fort heureusement. Elle intervient par rapport à un certain nombre de personnes qui disaient « Bon, écoutez, le féminisme, quand même, aujourd'hui, c'est de revendiquer l'avortement, de revendiquer l'amour libre, c'est de revendiquer aussi un certain nombre de droits, et notamment, par exemple, le droit au libre choix de sexualité, qui était un des acquis fondamental, évidemment, du mouvement féministe des années 70. Hawa Thiam intervient dans la conférence et elle dit « Je veux prendre la parole pour dire quelque chose peut-être qui ne va pas vous plaire, mais je pense qu'il faut le dire et de la place que j'occupe. Je vous demande de considérer que les revendications d'émancipation des femmes dans le monde doivent tenir compte des conditions différentes de contexte économique, social, politique, et que c'est ça qui, quelque part, fait que nous aurons comme revendication d'abord le droit à la libre choix de sexualité, le droit à l'IVG ou un autre type de droit. Ça a été un premier point, où les féministes de l'époque se sont interrogées si, quelque part, dans les relations qu'elles avaient ou dans la façon de penser le féminisme de manière mondialisée, parce que déjà ça se posait, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de regard, entre guillemets, je dirais, européanocentriste, parce que c'était ce qui se disait à l'époque. Alors j'aimerais rebondir justement sur ce que tu viens de dire, parce qu'aux États-Unis, en 77, justement, il y a eu aussi la première conférence nationale des femmes, qui est justement le résultat de la conférence de Mexico. Et là, ce sont les Africaines-Américaines qui ont mis aussi ces questions à l'ordre du jour. Justement, quand elles ont participé à Mexico, elles se sont retrouvées plus en phase avec les féministes du Sud que les Américaines mainstream bourgeoises. Et elles disaient justement, on ne veut pas du féminisme de la Madison Avenue, de la 5e Avenue. Et justement, donc, elles avaient déjà, elles aussi, commencé à conceptualiser ces questions de droit et santé reproductive. Pour elles, ce n'était pas simplement le droit à l'avortement, mais c'était le droit de pouvoir avoir un enfant et de l'élever dans de bonnes conditions. Et au Caire, elles ont aussi émis une déclaration de protestation en disant que elles étaient victimes de la pauvreté et donc elles ont beaucoup aidé à cette conceptualisation. Et moi, c'est justement en travaillant dans les archives de la Fondation Ford que j'ai vu vraiment le poids qu'elles ont joué dans la conceptualisation de ces questions-là. Donc exactement en 77 aussi. Donc dans les deux cas, on a un phénomène évidemment de maturation. Et donc Monique, peut-être en quelques mots pour conclure sur cette évolution. Et ensuite, on ouvrira évidemment le débat avec la salle, puisque je sais que dans la salle, il y a d'autres témoins et participants aux conférences onusiennes. Et ça serait intéressant de savoir comment vous voyez cet outil et si votre regard sur cet outil a évolué et qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui. Pas tout de suite qu'il a été vraiment un phénomène de maturation massive, parce qu'en fait, il s'est exprimé beaucoup plus tard dans la 4e conférence mondiale sur les droits des femmes à Pékin. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la conférence de Nairobi. Et la conférence de Nairobi a marqué une autre étape aussi dans la situation et dans l'évolution des mouvements féministes en France et dans le monde pour arriver justement à se regrouper toutes les femmes du monde sur la question de notre oppression. Je pense qu'à Nairobi, 1985, conférence de Nairobi, en France, nous avons Yvette Roudy, donc, qui est ministre des droits des femmes et qui a joué un rôle pour favoriser le fait que des associations du mouvement féministe puissent participer à la conférence mondiale. Ça a été quelque chose de très important. Qu'est-ce qui s'est passé à Nairobi ? Il s'est passé quand même un phénomène qui nous a beaucoup surprises. Parce que quand nous arrivions avec l'idée justement de cette internationalisation de la solidarité entre les femmes dans le monde,
nous avons assisté à des batailles, presque à des pugilats entre femmes qui parlaient des oppositions et évidemment des contradictions qu'elles vivaient, c'est-à-dire la guerre Iran-Irak, c'était l'époque. Et effectivement, à Nairobi, on avait aussi des femmes, quand on parlait des mutilations sexuelles, puisque déjà des femmes françaises notamment en parlaient, et Owatiam en parlait également, eh bien, il y avait des femmes de d'autres pays qui étaient aussi victimes des mutilations sexuelles, qui nous disaient « mais vous n'avez pas à intervenir sur ces questions-là, parce que ces questions-là réfèrent à des questions de coutume et de culture, et vous n'avez pas justement à vous préoccuper de ça, parce que vous êtes dans les pays du Nord et des pays riches, vous ne pouvez pas comprendre ». Donc quand nous sommes revenus, nous nous sommes dit « bon là, il faut qu'on arrive à travailler justement cette espèce d'unité et de diversité de la situation des femmes, parce qu'il n'est pas évident obligatoirement que les femmes soient solidaires dans le monde. » Cette solidarité internationale, elle a mis du temps à maturer, elle a mis 10 ans, mais en 1995, à la 4e conférence de Pékin, les mêmes femmes qui 10 ans avant avaient ces positions se sont levées et ont déclaré, j'ai participé à toutes ces conférences, donc c'est du vécu que je vous donne là, elles ont déclaré « vous, nos sœurs », on s'appelle comme ça dans les conférences mondiales, « vous, nos sœurs », ce que vous disiez il y a 10 ans, vous avez raison. Parce que nous savons maintenant que toute culture n'est pas bonne, que toutes pratiques dans les cultures sont à revoir à l'aune justement de la question de l'oppression patriarcale dans le monde. Donc, le rapprochement véritablement qui a pu s'opérer en 1995 à Pékin, il s'est opéré sur la base d'une grande et d'une meilleure connaissance de la situation des femmes dans le monde et de la manière d'appréhender leur propre émancipation, et aussi sur le fait que nous étions là unanimes sur une chose, c'est qu'il n'y aura pas de changement dans le monde si les politiques publiques ne tiennent pas compte des situations des femmes diversifiées dans l'ensemble du monde. Ça a été quelque chose d'important. L'autre point important, et là je pense que ça concerne beaucoup les institutions, c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est qu'il y a eu en 1995 quelque chose de différent par rapport à avant. Avant, dans les conférences mondiales, à Nairobi notamment, où j'étais aussi, nous avions un statut d'observatrice. Un statut d'observatrice, c'est bien, on sait ce que nos États font. On peut revenir chez soi, dans son pays, et dire, ah, voilà, notre État, il a fait ça, et on n'est pas d'accord, par exemple, et puis le contester. Là, c'est pas pareil. Nous avons eu un statut qui était pratiquement, non pas un statut d'observatrice, mais de partenaire. Ce qui est très différent. Parce qu'un statut de partenaire, même si on sait très bien qu'en fin de compte, c'est quand même les États qui signent la plateforme finale d'action, mais ça nous oblige, à travailler sur l'ensemble des thématiques qui sont abordées dans la conférence mondiale, d'où le fait que nous avons organisé le forum alternatif des ONG à Pékin qui n'avait pas lieu avant dans les autres conférences mondiales, ou alors simplement, comme ça, entre nous. Mais là, c'était officiel. Nous avions le forum alternatif des ONG pris en charge par les États, et nous avions ensuite la conférence mondiale. Et dans le forum alternatif des ONG, à partir de notre propre plateforme qui s'appelait « Regarder le monde avec les yeux de femmes », ce qui veut dire beaucoup de choses, parce que c'est le début de la transversalité, du mainstreaming et de l'égalité intégrée. Oui, avec les yeux de femmes. Eh bien, effectivement, à partir de là, nous pouvions négocier tous les matins. Avant les négociations officielles, nous avions des réunions avec les délégations étatiques, donc françaises et européennes, et nous pouvions négocier sur cette question-là, voilà nos positions, et on vous demande de les défendre. Eh bien, effectivement, en retour, quel a été le gain pour les États? Parce qu'il y a un gain de part et d'autre quand on est dans des relations de partenariat. Eh bien, le gain pour les États, ça a été que si nous n'avions pas été présentes avec ce type de travail, eh bien, les États, comme l'État français ou un certain nombre d'États européens, n'auraient jamais pu insister sur le fait que les États comme l'Irak, comme l'Iran et d'autres États, le Vatican, qui voulaient modifier les textes de la plateforme d'action et remplacer le terme égalité par le terme équité, jamais les États n'auraient pu arriver à les affronter. Pourquoi? Parce que nous avons fait des manifestations sur place, nous nous sommes battus avec les Algériennes, avec les Iraniennes, avec d'autres femmes du monde entier, et des hommes qui étaient présents, bien entendu, dans les conférences, et nous nous sommes battus pour que jamais les États ne modifient ce texte. Pourquoi? Parce que quelle est la mesure de l'égalité? C'est la loi. Quelle est la mesure de l'équité? Elle est diverse, en fonction des religions, des cultures, des pays concernés. Donc, vous voyez, même cette unité de toutes les femmes ensemble pour ne pas reculer sur ce point,
Il a été déterminant, il sera déterminant pour après. Parce qu'ensuite, ce n'est pas la modification en mettant le mot équité qui demandait. Non, c'était remplacer égalité par complémentarité, par exemple. Bon, on a continué à se battre aussi, et on poursuit. Et maintenant, nous sommes face à cette situation, qui est la situation que nous connaissons toutes, mais qui est une autre question encore, qui est que dans la situation actuelle, nous continuons à nous battre avec des États fondamentalistes, intégristes, on peut dire le terme, qui, sur un certain nombre de domaines, s'en prennent toujours aux droits des femmes et aux droits, évidemment, reproductifs et sexuels, pour faire en sorte, évidemment, de ne pas négocier un certain nombre de textes. Mais maintenant, la différence, c'est que nous n'avons plus le statut de partenaire. Nous avons un statut à moyen terme qui est à la fois entre observatrice et partenaire, parce que pour pouvoir être partenaire, il faut avoir les moyens d'exercer le partenariat. Et là, ça pose toute la question, justement, des financements.